Alors donc vraiment, c'est des lettres, on les a reçues des centaines du côté palestinien. Ce n'est pas des lettres qu'il nous faut, c'est des faits. Et des faits, c'est d'abord reconnaître le fait qu'il y aura une fin du conflit, accepter à commencer à influencer et à éduquer sa population pour la paix. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Et cette reconnaissance, cette annonce de reconnaissance par le président pousse les Palestiniens à faire exactement l'inverse. Ce qu'il leur dit, et ce qui d'ailleurs c'est très dangereux, pas seulement pour Israël, hein, c'est très dangereux parce que ça dit à tous les extrémistes islamistes du monde, la violence marche. La violence marche en Israël, elle peut marcher aussi en Europe. Ça veut dire que utiliser la violence, en fin de compte, vous pourrez atteindre vos buts. Et ça, c'est très dangereux. Et cette décision, elle a été aussi accélérée par ce qu'on voit de la bande de Gaza. Qu'avez-vous à répondre là aussi à toutes les accusations d'une centaine d'ONG qui se disent bloquées, à la militarisation de l'aide humanitaire et à ces images de famine? Alors vous avez vu hier les images justement, des dizaines de journalistes sont rentrés pour la première fois dans la bande de Gaza et ont filmé eux-mêmes 950, je dirais presque 1000 camions d'aide humanitaire, que ce soit de la farine, du riz, des couches, de la nourriture pour bébés, qui attendent à être distribués. Et ce n'est pas Israël qui les bloque. Alors c'est qui? Parce que les ONG disent ce n'est pas nous. Non, non, parce que les ONG, je vous dire exactement ce qui se passe. C'est que les ONG sont menacées par le Hamas et disent on va faire rentrer cette assistance humanitaire seulement avec le Hamas. On ne va pas faire ça avec l'aide de l'armée israélienne parce que ça ne serait pas bien qu'on se voit aidé par l'armée israélienne. On ne va pas faire ça par des compagnies privées. Je ne comprends pas parce que dans différentes parties du monde, c'est des compagnies privées qui font la sécurité justement de ces ONG. Alors donc, ce qui reste, c'est seulement le Hamas. La raison pour laquelle ils prennent ces décisions, je ne sais pas. Il est possible qu'ils sont menacés par le Hamas. Il est possible qu'ils décident de coopérer avec le Hamas. Quelles sont ces raisons pour lesquelles ils prennent la décision de ne pas distribuer l'aide humanitaire? Franchement, c'est à vous de poser ces questions. Mais le fait est qu'il y a des milliers de tonnes d'aide humanitaire qui sont sur le parterre, à attendre, du côté gazaoui, à attendre que les organisations humanitaires le distribuent. Et pour l'instant, ils attendent, non, 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 on ne va pas le faire dans ces conditions. Donc vous démentez les accusations de ceux qui dénoncent la manière dont Israël organise la distribution alimentaire. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas permettre aux journalistes d'accéder à Gaza? Vous dites qu'ils l'ont fait hier, mais enfin... Je venais de dire, de façon très encadrée. Exactement, de façon très encadrée. C'est une décision de l'armée israélienne qui dit, d'une façon très claire, nous ne pouvons pas nous permettre qu'il y ait des journalistes occidentaux tués dans des combats entre nous et le Hamas. Pourquoi Israël refuse que cette guerre à Gaza soit documentée par des journalistes indépendants? Je viens de répondre. Je viens de le dire là. C'est pas que nous refusons que ce soit documenté par des journalistes indépendants, c'est que nous ne voulons pas que ces journalistes indépendants soient ou bien kidnappés par le Hamas ou bien tués dans des prises de feu entre nous et le Hamas. Une question un peu plus bilatérale. On comprend et on l'écoute aussi, votre colère, gouvernement, ambassadeur, diplomatie israélienne. Est-ce qu'il y a des répercussions à attendre? Par exemple, vous nous parlez ici depuis Paris. Est-ce que vous attendez à être rappelé à Jérusalem pour consultation? Je ne sais pas, c'est bien au-dessus, ce qu'on dit en anglais, much above my pay grade. C'est bien dessus de mon niveau de décision. C'est une décision qui sera prise par le Premier ministre. Quelle sera la réaction d'Israël à ce sujet? Je ne sais pas. Mais en quoi ça pourrait avoir justement des répercussions sur vos relations bilatérales? Je peux vous dire de façon très claire. La possibilité que la France participe à des procédures régionales en collaboration avec Israël, pour l'instant, je ne vais pas dire que c'est mort, mais il n'y a pas énormément de chances que le gouvernement israélien décide d'œuvrer pour des processus, des événements régionaux, d'œuvrer avec la France. Par exemple, sur la situation au Liban qui fonctionne un petit peu, ça s'arrête? Je ne peux pas vous dire ce qui va exactement s'arrêter, mais il n'y aura certainement pas de nouvelles choses. Parce qu'il faut faire confiance aux partenaires. Hein? La confiance est rompue, selon vous? Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait la confiance qui nous permettrait de travailler d'une façon vraiment ouverte. En allant plus loin, est-ce qu'Israël pourrait prévoir des mesures de rétorsion contre la France après cette décision? Vous me posez des questions qui, encore une fois, ne sont pas les miennes. Ce n'est pas à mon niveau que ce genre de décision sera prise. C'est une décision qui sera prise au niveau du gouvernement israélien. Vous savez, les Français, la France, le public français, c'est un public ami. La France est un pays ami. Et là, nous avons une grosse, pas une dispute, mais disons
malentendu, un gros malentendu entre nous et le gouvernement français. Est-ce que vous craignez que d'autres pays, la France est le premier pays du G7 à annoncer cette reconnaissance d'un État palestinien, est-ce que vous craignez que d'autres pays suivent la même voie? Bien sûr, la France quand même, je ne sais pas si ça va être en fin de compte, je ne sais pas, le Luxembourg qui va suivre la France, ça va pas, disons, être une preuve de grande dirigeance de la France, de l'Occident. Oui, bien sûr, c'est pour ça que nous sommes en contact avec tous les dirigeants des différents pays pour expliquer que suivre l'exemple de la France serait une grave erreur pour la stabilité du Moyen-Orient, pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Vous estimez aujourd'hui que le choix du président de la République est une décision isolée? Oui. De moins en moins. Et puis, de toute façon, quasiment 150 pays... oui, mais vous savez, les 150 pays dont vous parlez, c'était avant le 7 octobre. Oui, après le 7 octobre, quand il y a encore des otages dans les souterrains du Hamas, quand le Hamas vient de rejeter encore une fois la proposition de cesser le feu, que la France décide de prendre ces décisions, c'est très grave. Votre sentiment, très grave. Justement, depuis le 7 octobre 2023, et l'attaque la plus effroyable sur le territoire israélien et son droit à se défendre à Israël, que personne ne remet en cause, et en même temps, les biais politiques qui viennent d'un côté comme de l'autre depuis la guerre à Gaza, et le fait qu'Israël veuille se refaire aussi une dissuasion dans la région, le fait que vous soyez diplomate dans un pays occidental, vous avez un peu prise sur les communautés. Quel sentiment vous avez sur... l'incompréhension ou la colère d'une bonne partie du monde face à un pays qui a été attaqué et qui a perdu 1200 personnes, plus des centaines d'otages? C'est un sentiment, j'imagine, quand même assez compliqué. C'est un sentiment compliqué, mais vous savez, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le fait que cette guerre qui est terrible pour tous, et qui est terrible pour les Palestiniens, il n'y a aucun doute que les Palestiniens en souffrent, que les Gazaouis en souffrent. Cette guerre pourrait se terminer immédiatement si nos otages étaient libérés.